Salut, c'est Anne-Françoise. Dans ce nouvel épisode du podcast Shift, qui est aussi le deuxième épisode de ma série Super Sensitivité, je voudrais te proposer un nouveau regard sur les atypiques. Donc je vais partager dans cet épisode ce que j'appelle mes désaccords et mes frustrations à propos des profils atypiques tels qu'ils sont en tout cas utilisés en 2024 en Belgique et de la vision qui en découle. Alors ce regard, c'est le fruit de ma propre expérience d'atypique, d'épouse et de maman d'atypique, et aussi d'accompagnante d'atypique depuis plus de 15 ans. Les perspectives alternatives que j'explore, que je pratique et que j'ai créées aussi depuis toutes ces années m'ont ouvert une autre vision que je trouve incroyablement éclairante, enthousiasmante, qui m'a été tellement utile que je suis vraiment enchantée de te la partager. Alors mon premier et profond désaccord avec les typologies atypiques telles qu'elles sont largement utilisées en tout cas aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut arrêter de mélanger des pommes et des poires. Pour moi, le monde des typologies atypiques est rempli de confusion. Alors certaines de ces confusions portent sur la conceptualisation même des classifications en question, et d'autres confusions se situent plutôt au niveau de la compréhension qu'on peut avoir des différents profils atypiques. Et voyons d'abord ce que j'appelle les confusions conceptuelles. Les modèles d'identification des personnalités atypiques, de nouveau, je parle de l'usage mainstream en Belgique en 2024, eh bien, ils portent en eux-mêmes beaucoup de confusion car ils mélangent des ingrédients qui sont, selon moi, liés à 3 niveaux différents. Il y a certains ingrédients qui sont liés à ce que moi j'appelle ton mode d'emploi. Ça veut dire comment tu es câblé, comment tu fonctionnes, et donc aussi ce qui te convient, ce qui te va. D'autres ingrédients sont pour moi en lien avec plutôt tes traumas et tes conditionnements, c'est-à-dire des expériences que tu as vécues depuis ta naissance et même avant, et qui ont laissé des traces, ainsi que aussi tout un ensemble de croyances sur toi, les autres, le monde, que tu as embarqué au travers de ton milieu, de ton éducation et évidemment aussi de ton expérience de vie. Et un troisième niveau, donc mode d'emploi, trauma et conditionnement, puis troisième niveau, c'est ton état physique, émotionnel ou mental, et en particulier ton rapport au stress et à l'anxiété. Et donc il arrive pour moi trop souvent qu'on te présente comme des caractéristiques immuables, des éléments qui en fait peuvent très bien se résoudre, ou à l'inverse, que l'on te fasse croire que tu dois changer certains dysfonctionnements, alors qu'il s'agit en fait de ton mode d'emploi différent. Un exemple qui illustre très bien ça, c'est la confusion entre hypersensibilité et hyper-émotivité. Alors, comme on le verra dans les épisodes prochains, pour moi, l'hypersensibilité, ça fait référence à un élément de ton mode d'emploi. Tu perçois plus de choses, y compris, voire surtout, de manière très invisible, très intuitive. Ce mode d'emploi, c'est pas un problème, même s'il est différent des gens normaux, donc les fameux neurotypiques, et que tu as du coup besoin d'une hygiène de vie particulière pour éviter de te retrouver épuisé, envahi par toutes ces informations et ces perceptions. Tu es donc invité à mieux comprendre cet élément de ton fonctionnement et à en tenir compte dans tes choix pour te créer la vie qui te va. Alors que l'hyper-émotivité, pour moi, c'est le résultat d'un souci de réglage. Donc, suite à une combinaison souvent de trauma et de conditionnement, tu as tendance à juger en fait ton rapport aux émotions comme étant dysfonctionnel. Tu n'as pas appris à faire la différence, par exemple, entre ce qui est à toi et ce qui appartient aux autres. Et tu confonds donc aussi souvent s'occuper des autres, ça c'est la générosité, et prendre leur peine sur ton dos, ça c'est plutôt le syndrome du sauveur, mais ça j'y reviendrai. Et donc en fait, avec la guérison des traumas et quelques mises à jour de tes croyances, eh bien, ça peut complètement changer la donne. Tu peux alors sentir toutes ces choses, mais en étant capable de distinguer ce qui t'appartient, et dès lors, métaboliser ces informations sans te retrouver submergé. Tu peux donc être hypersensible sans être hyper émotive, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le deuxième type de confusion que je rencontre souvent prend plutôt la forme de ce que j'appellerais des malentendus. Donc, faute de connaissances approfondies des typologies en question, il y a beaucoup de méprise, voire carrément de mythes, qui accompagnent les différents profils. Et malheureusement, ces méconnaissances et confusions se retrouvent aussi chez une partie des professionnels de la santé ou de l'accompagnement, comme certains généralistes, certains psy-neuropsy, logopèdes, coachs, et même certains psychiatres. Alors, je salue au passage les efforts de tous ceux et celles
professionnels ou simples citoyens, parents, éducateurs, etc., qui s'attachent avec passion à la diffusion au travers de conférences ou de livres, de vidéos, d'informations claires et pertinentes à destination du grand public, mais aussi des médecins et des thérapeutes, et aussi des enseignants, des directions d'école, des parents, etc., et qui contribuent ainsi à dissiper ces fameux malentendus et confusions. Donc j'espère humblement pouvoir contribuer à ce mouvement au travers de ce podcast. Alors, quelques exemples de ces malentendus et confusions que j'entends le plus souvent. Le premier, c'est les troubles 10, dyscalculiques, dyslexiques, sont des troubles de l'apprentissage. Pour moi, c'est une excellente illustration de l'application de la norme. Donc, les enfants qui sont diagnostiqués comme ayant des troubles 10 sont considérés comme n'étant pas équipés pour apprendre, entre guillemets, normalement. Moi, comme de plus en plus de gens, je considère que ce sont les modalités classiques de l'enseignement qui ne conviennent plus aux enfants d'aujourd'hui, d'ailleurs, ni au monde de demain, ou dire de manière plus poétique, quand ton pied n'arrive pas à rentrer dans la chaussure, tu ne blâmes pas le pied. Et donc le nombre croissant de ces enfants dans les classes illustre pour moi l'urgence de remettre profondément en question la vision même de l'apprentissage, de l'enseignement et de l'éducation. Attention cependant aux dérives, là aussi, de la multiplication des étiquettes, parce que vouloir absolument mettre son enfant dans un enseignement dit alternatif peut aussi être en fait une occasion de rater le coche, car ces modalités d'enseignement alternatives ne conviennent pas non plus à tous les enfants. Autre confusion super classique, trouble de l'attention égale enfant agité. Je le dis oralement trouble de l'attention, mais en fait on parle de TDA, trouble de l'attention, TDAH. Alors c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais tous les enfants qui ont un TDAH n'ont pas le H de hyperactivité, et donc pas de comportement qu'on va appeler par exemple hyperkinétique. Par exemple, voilà, c'est ce qu'on appelle l'incapacité à rester sans bouger, à rester focalisé ou concentré sur quelque chose plus que quelques dizaines de secondes. Et donc, ça explique d'ailleurs pourquoi ils, et surtout elles, donc tous ces enfants ou jeunes adultes qui ont le trouble de l'attention sans hyperactivité, se retrouvent à passer à travers les mailles du filet. Et tu vas rencontrer pas mal d'adultes, en fait, qui ignorent complètement cet aspect de leur fonctionnement. Parce que ça n'a pas été nommé, diagnostiqué, par exemple à l'âge scolaire, c'est quand même très souvent à ce moment-là que ça s'est détecté. Alors, soit parce que tu es un adulte d'un certain âge comme moi, et quand tu étais enfant, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de termes, il n'y avait pas de connaissance de ce tableau-là, de ce comportement-là. Soit parce que, effectivement, tu t'es hyper adapté. Et c'est en fait surtout le cas des filles. Les filles sont sous-diagnostiquées dans les troubles de l'attention et d'ailleurs dans tous les autres typologies atypiques, que ce soit hypersensibilité au potentiel, trouble autistique et encore plein d'autres, parce qu'elles sont les championnes de l'hyperadaptation, et ça on va le voir dans les épisodes prochains. Et donc beaucoup passent à travers, d'autant que jusqu'il y a peu, on considérait encore que les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, disparaissaient purement et simplement à l'âge adulte. Ça explique qu'encore aujourd'hui, certains traitements ne sont plus financés par la mutuelle après 18 ans. Alors restons dans les troubles de l'attention. Un malentendu, une confusion que j'entends très souvent, c'est il y a une surmédicalisation des troubles de l'attention. Et donc on parle particulièrement, on dénonce les dérives de la prescription de Rilatine ou Ritaline, selon que tu es en Belgique ou en France. C'est un médicament qui fait des miracles pour une partie des personnes diagnostiquées avec un trouble de l'attention. Alors qu'en fait, comme ex-épouse de TDAH et maman de TDAH, je peux te dire que cette affirmation est un non-sens, parce qu'en fait la prescription de Rilatine, Ritaline à un enfant, ou à un adulte d'ailleurs, qui n'a pas de trouble de l'attention, entraîne en fait une agitation intense, c'est-à-dire exactement l'inverse de l'effet recherché. Et c'est tellement évident qu'un pays comme la Suisse autorise ce que l'on appelle le diagnostic à la Rilatine. C'est-à-dire qu'ils prescrivent la Rilatine et c'est en observant l'effet du médicament qu'ils complètent la validation du diagnostic des troubles de l'attention. Autre malentendu et confusion que j'entends le plus souvent, c'est les HP au potentiel sont plus intelligents que les autres. Alors, si je pouvais remonter dans le temps, franchement, je m'arrangerais pour avoir une petite conversation avec le créateur du terme haut potentiel afin de le convaincre de trouver une autre appellation. Car je trouve que cette terminologie porte en elle bon nombre des confusions qui entourent la perception que l'on peut avoir de ce mode d'emploi atypique. La confusion la plus courante, c'est HP égale surdoué. Alors que pour moi, ce sont deux perspectives différentes. Pour faire simple,
Est surdoué une personne chez qui on observe un ou plusieurs domaines de compétences ou de connaissances qui présentent un niveau précoce et ou plus avancé que la moyenne. Comme par exemple un enfant de 5 ans virtuose du piano ou un homme de 40 ans qui connaît le nombre pi jusqu'à la 3e décimale. Pour moi, le haut potentiel, c'est un fonctionnement différent. Là aussi, pour faire simple, disons qu'une personne HP capte plus d'infos, d'autres infos, et les traite différemment, rapidement et tout le temps. On peut donc être HP sans être surdoué. Par contre, je pense que tous les surdoués sont d'une manière ou d'une autre des atypiques, soit dans le tableau haut potentiel, soit sur le spectre autistique, mais je reviendrai plus loin sur ces notions. La version la plus courante de ce malentendu entre compétences cognitives et mode d'emploi, c'est de considérer donc les HP comme plus intelligents. Alors, je pourrais écrire un livre entier sur la conception limitée et limitante de la définition même de ce qu'on peut appeler l'intelligence, et de ces instruments de mesure, notamment les tests QI. Mais là aussi, pour aller à l'essentiel, je dirais que les personnes HP ne sont pas plus intelligentes, elles sont autrement intelligentes. Elles sont câblées différemment, et donc leur vision du monde, ce qui est essentiel ou pas, logique ou pas, agréable ou pas, etc., est différente de celle des normopensants. Et cette confusion qui placerait les personnes HP au-dessus des autres, eh bien en fait, elle crée beaucoup de souffrance chez les premiers intéressés. Non seulement parce que les personnes qui ont reçu un diagnostic HP ou qui considèrent comme au potentiel, eh bien elles peuvent se prendre des remarques bien rudes du genre « si tu es aussi intelligente, pourquoi tu ne comprends pas ce que tu dois faire ou pourquoi tu es tout le temps à côté de la plaque ?» Mais, surtout, elles sont super nombreuses à refuser en bloc cette étiquette de haut potentiel précisément à cause de cette confusion. Ce n'est pas possible qu'elles soient brillantes puisqu'elles se sentent si nulles. Et la simple idée d'être qualifiée de meilleure que les autres les révulse, ce qui est dommage, parce que, à condition de la rencontrer avec discernement, la typologie haut potentiel peut leur apporter de précieux éclairages sur leur manière de fonctionner, et donc aussi les difficultés et les défis qu'elles peuvent rencontrer. Autre confusion malentendu super courant, c'est un peu le kit ou double de l'autisme. Alors soit t'es un enfant muet qui se tape la tête contre un mur, soit t'es un génie excentrique qui sait calculer des nombres à 7 décimales. Alors, même si la situation évolue beaucoup, et surtout ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup plus de connaissances et de popularisation de la notion, par exemple, de syndrome d'Asperger, au travers de livres, de témoignages et même de séries, mais force est de constater que la plupart des gens ont quand même encore en tête deux stéréotypes bien ancrés, aussi ancrés d'ailleurs que contrastés, lorsqu'il est question d'autisme. Donc, comme je disais dans le titre, ils voient soit un enfant muet qui se tape la tête sur les murs, soit un génie surdoué excentrique, comme dans le film Rain Man, pour les plus âgés d'entre nous, ou plus récemment, la série Netflix Sherlock. Alors que le diagnostic de l'autisme est finalement, parmi les typologies existantes, franchement, celle qui intègre déjà le mieux la notion de nuance et de diversité. D'ailleurs, on parle de spectre autistique, pas spectre comme fantôme, spectre comme éventail, et on parle aussi de notion de trait autistique. Et ça, ça me plaît beaucoup, et d'ailleurs j'y reviendrai dans l'épisode suivant où je te parlerai de cube diagnostic. Alors, j'ai gardé le meilleur, ou plutôt disons le pire, pour la fin. Mon enfant est pénible, c'est parce qu'il est HP. Alors, c'est vraiment un autre exemple de confusion pour moi. Ce sont ses parents qui expliquent, voire justifient le comportement agaçant ou voire totalement insupportable de leur enfant uniquement par le diagnostic de haut potentiel, alors qu'il s'agit souvent de problématiques différentes et qui nécessiteraient en fait des approches adaptées. Bon, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en abordant ce sujet, mais je pense qu'il est important d'adresser ce que mes amis anglais appellent « the elephant in the room ». Tu sais, le truc qui est sous le nez de tout le monde mais dont personne ne parle. Pour moi, justifier, voire excuser les crises de colère, par exemple d'un enfant unique, que l'on ne cadre jamais en se réfugiant derrière le fait que c'est parce qu'il est HP, eh bien c'est au mieux passer à côté d'un enjeu important pour l'enfant, parce qu'en fait il est en train d'exprimer plein de choses au travers de ces crises et on l'entend pas. Et au pire, se voiler la face en tant que parent, pour en fait éviter de devoir se remettre en question. Car au-delà de la question du cadre, de l'enfant roi, c'est un autre sujet, il est plus que probable que cet enfant en fait perçoit les incohérences de ses parents et qu'il aurait beaucoup à gagner, tout comme eux, à recevoir un autre mode d'accompagnement ou d'éducation. Alors tant que je suis dans cette zone délicate, je vais en profiter pour parler d'une autre confusion de plus en plus courante, qui est liée à la fois à un manque de connaissance, pour moi, de la typologie HP, mais aussi à une projection liée à la notion d'identité et d'intégration dont je t'ai parlé au premier épisode. La profusion des étiquettes
Combiné à ce qu'on appelle l'idéologie woke, hein, c'est une détermination qui regroupe plusieurs courants de pensée, qui se présentent comme radicalement progressistes, mais qui en fait nourrissent une version très jugeante et intolérante de ce qui est bien ou pas de faire, ou de manger, ou de penser, et de dire, etc. Eh bien, quand on combine toutes ces nouvelles étiquettes avec un certain courant d'idéologie woke, eh bien, ça entraîne un étrange effet pervers. Aujourd'hui, dans certains milieux, c'est très in d'avoir un enfant différent. C'est quand même un comble dans une société qui est encore très normopensante. Et pour reprendre mon analogie du premier épisode de l'orientation sexuelle, eh bien, c'est un peu comme chez les ados d'aujourd'hui, pour qui c'est vraiment nul de se déclarer bêtement hétéro-cisgenre. Ok, ça veut dire que tu es une femme née femme hétérosexuelle ou un homme né homme hétérosexuel. Et donc on retrouve ici la question de l'appartenance. Dans les deux exemples, soit les parents qui sont fiers que leur enfant soit différent, ou les ados qui existent plus s'ils embrassent une étiquette nouvelle, eh bien en fait les individus concernés vont chercher des signes de reconnaissance qui leur donnent un sentiment de plus grande valeur aux yeux de leur père. Les parents instrumentalisent en fait leur enfant, pour la plupart d'entre eux de manière totalement inconsciente, pour en fait se valoriser eux-mêmes. Ce faisant, ils passent à côté de deux besoins essentiels. Leur propre quête personnelle de reconnaissance, qu'ils gagneraient à aborder clairement, et les véritables besoins de leur enfant qui, officiellement différents ou pas, a juste besoin d'être entendu et reconnu pour qui il ou elle est, quelles que soient les normes ou les anti-normes en vigueur.